Bonsoir tout le monde. Un grand merci de nous accueillir. Et voilà, je ressens vraiment cette soirée comme un véritable honneur. Alors, je vais démarrer par deux petits mots parce que la loi, quand un médecin prend la parole en public, nous demande deux choses. D'abord, de dire en général qu'on ne parle qu'en notre nom propre et non pas au nom de l'institution. Et que la deuxième chose qui est évidemment fondamentale, c'est que je n'ai pas de conflit d'intérêt. Ça, c'est majeur, voilà. J'ai respecté la loi. Alors, vous l'avez entendu, je suis un médecin dinosaure. C'est-à-dire, ça fait très longtemps, tellement longtemps que je pratique la médecine. Effectivement, c'est plus près de 50 que de 40. Parce que j'ai trouvé la bonne idée de tomber amoureuse d'un 5e année de médecine en première année. Donc, il m'a fait faire de la médecine très, très rapidement. J'ai effectivement travaillé au SAMU sur l'autoroute du Nord. J'ai ensuite travaillé à l'hôpital, j'ai une carrière hospitalière. Et puis, j'ai eu envie d'aller voir à la campagne comment ça se passait, parce que ça me semblait important de connaître les différentes manières d'exercer ce métier. Magnifique, c'est une vraie vocation pour moi. Je n'ai pas attendu, j'ai entendu les témoignages des gens avant moi. Mon père ne voulait pas que je fasse médecine. Ma famille ne voulait pas que je fasse d'études. Enfin bref, j'étais soutenue par personne, mais j'ai écouté personne, justement. J'ai écouté que ma voix intérieure. Et donc, j'ai foncé. Ça aussi, on l'a entendu quand même aussi ce soir. Donc, j'ai aussi fait de la médecine humanitaire, ce qui m'a permis d'aller découvrir aussi d'autres systèmes de santé, de manière d'envisager l'être humain. Et c'est entre autres, à la suite de ces voyages en Chine, avec la médecine traditionnelle chinoise qui est extraordinaire, la médecine ayurvédique en Inde, la médecine africaine, la médecine d'Amérique latine, qui est née effectivement, voilà, ce petit logo qui résume beaucoup de ma pensée. Pendant tout ce temps, vous imaginez bien, j'ai rencontré tous les jours la maladie, la souffrance, la détresse, le chagrin, le désespoir parfois, et même la mort, bien sûr. Surtout dans mon nouveau métier maintenant, d'accompagnante des mourants, puisque je me suis dédiée en partie seulement, je fais encore beaucoup d'autres choses, mais à ce travail, à cet accompagnement. Je n'ai jamais perdu pendant tout ce temps, pendant ces dizaines d'années qui s'entassent comme ça, je n'ai jamais perdu les 3 mots que nous a donné le professeur Alfred Loriot, qui était professeur de gastro-entérologie à l'hôpital d'Amiens, dans cette faculté magnifique, où vraiment j'ai eu des maîtres exceptionnels, à qui je rends toujours le plus souvent hommage quand je le peux. Alfred était vraiment étonnant, il nous disait en première année, rappelez-vous, vous pourrez guérir parfois, soulager souvent, aimer toujours. En première année de médecine, on n'a pas envie d'entendre ça. Mais pas du tout. On a envie d'avoir la possibilité de fendre la foule des patients avec notre vocation en bandoulière et en étendard et même presque comme Jeanne d'Arc. On n'a pas envie, on a envie de faire plus que nos aînés. On a envie de guérir plus, de soulager plus. Quant à aimer, ça veut dire quoi aimer en médecine ? Mais Alfred avait raison. Alfred avait raison, j'ai pu guérir peut-être un peu plus parce que la médecine fait des progrès. Vous vous souvenez, ça n'est pas une science, c'est un art. Mais la médecine fait des progrès, on diagnostique mieux, on traite mieux. Et puis tous mes petits trucs que j'ai ramenés de mes différents coins du monde m'ont permis d'étayer mes outils diagnostiques et thérapeutiques avec vraiment beaucoup de bonheur. J'ai pu soulager aussi souvent. Et là aussi, la médecine a fait des progrès. On a pu trouver des molécules plus puissantes encore, savoir les gérer. Et donc, ça a été assez extraordinaire. Quant à aimer, pendant longtemps, je n'ai pas eu la réponse. Et puis un jour, j'ai décidé de faire un remplacement à la campagne. Vous vous doutez, au SAMU, la mort, c'est tous les jours. En réa, c'est presque tous les jours. Et c'est très furtif, finalement. On ne reste pas longtemps à côté de quelqu'un qui décède. Et pour la seule raison que c'est les autres qui ont besoin de nous. Donc, on les laisse. À la campagne, c'est différent. Ça dure très longtemps. C'est un accompagnement qui n'a rien à voir avec cette vitesse-là. Donc, j'arrive à la campagne, au fin fond de la Normandie. Je sais qu'ici, il y a des gens qui aiment la Normandie. Là où je suis, l'hôpital est à 1 heure et demie
facilement. Donc, heureusement, je suis urgentiste de formation, j'ai plein d'outils. Je suis même partie de l'hôpital avec 2-3 petits trucs, histoire de pouvoir exercer mon métier d'urgentiste, même dans la médecine générale. Et puis, je démarre mon travail. Je remplace un médecin pendant 3 mois. Et très vite, on me demande d'aller visiter une dame qui habite juste en face du cabinet médical. Donc, c'est facile d'accès, bien sûr, j'y vais. Et je réalise très rapidement que cette dame est atteinte d'un cancer, que le service d'oncologie l'a laissée rentrer chez elle parce que la tumeur ne répond plus à la thérapeutique. Je fais mon travail, je connais bien le monde de la souffrance, je m'en suis occupée très très tôt dans ma vie, même d'étudiante. Et je remercie aujourd'hui tous ceux qui ont concouru et faire des lois même pour pouvoir prendre la souffrance en compte. Et puis je mets tout ça en place, la morphine aussi, parce qu'elle souffre. Je viens tous les jours ou presque la visiter pour voir si elle a encore mal, s'il y a des effets secondaires, évidemment, de mes thérapeutiques. Et puis tout rentre tout doucement. Donc je demande aux enfants qu'on se réunisse en bas de la maison. Elle était à l'étage, elle se reposait. Et je dis aux enfants, il faut que je sois claire, maintenant je ne vais plus venir très souvent. Tout est en place. Et vous savez bien, on a dû vous le dire à l'hôpital, votre maman est vraiment au bout de sa vie. Là, je me souviendrai encore toujours, vous voyez, je le sens dans mon propre corps à l'instant où je vous le partage. Le choc que je leur ai donné en disant ça. En fait, ils s'y attendaient pas du tout. Ils n'avaient pas l'idée de cette chose-là. Et donc, je pars de la maison. Je vous avoue que je retraverse la place, je suis très penaude. Je suis surtout confrontée à quelque chose que nous, les médecins, nous devons vivre avec difficulté presque tous les jours. L'impuissance. La perception d'impuissance. Je ne peux pas la faire vivre comme ses enfants voudraient. C'était une famille très aimante, c'était magnifique de voir les 4 enfants entourer leur maman. Mais voilà, je rentre. Et puis, la nuit passe, le lendemain matin, je rouvre le bureau de consultation, et qui je vois? Les 4 enfants. Je suis un peu étonnée, ils rentrent dans le cabinet, et ils me disent, voilà docteur, on est venu vous dire une chose. On n'est pas du tout, mais alors pas du tout d'accord avec vous. Moi, je suis un petit peu étonnée quand même, je me dis, j'ai pas dû bien parler. Non, voilà, on a décidé, et puis d'ailleurs, on ne vous le demande pas, on l'exige. Vous allez venir tous les jours voir notre maman. Je me dis, bon, j'ai dû parler pas comme il fallait, j'ai pas dû être claire, je recommence. Il m'arrête, il y en a un qui se lève, il pousse ses mains sur le bureau, vous imaginez la scène, vous avez vu ma taille? 51,5, hein, quand même. Et donc, il plonge son regard dans le mien et il me dit, docteur, vous n'avez pas compris. On ne vous demande pas de venir voir maman dans l'idée que peut-être vous allez la guérir. On a compris. On ne nous l'avait pas dit à l'hôpital. C'était un peu difficile hier soir d'apprendre ça. Mais on vous demande de venir tous les jours quand même. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis au bout de mes capacités. Je vais continuer à l'aider, à ne pas avoir mal. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et ce monsieur me regarde et me dit, docteur, vous ne savez pas qui vous êtes et vous ne savez pas ce que vous faites. Je dis, expliquez-moi, peut-être je veux bien en savoir plus. Et il me dit, elle attend votre visite tous les jours. Elle se prépare, elle nous demande de la coiffer, elle met sa plus belle chemise de nuit, elle met ses beaux draps qu'elle lisse. Elle vous attend, docteur. Vous rentrez dans la chambre, vous faites quelque chose qu'on n'a jamais vu. Vous vous asseyez sur son lit. Vous lui prenez les mains, vous la regardez, vous lui parlez des fleurs, c'est sa passion, les fleurs. Les fleurs que vous voyez en vous baladant dans la région, en faisant les visites. Et puis, docteur, vous lui infusez votre sourire. Vous lui infusez la joie que vous avez dans votre cœur. Vous imaginez la scène. J'avais 25 ans. C'était incroyable. Je ne comprenais pas grand-chose. J'ai juste entendu. J'ai juste fait confiance à ce que je ressentais. À ma propre joie, effectivement, enfouie dans mon cœur. Et je me suis dit, OK, je vais le faire. J'ai juste négocié que je ne pouvais pas leur dire je viendrai à telle heure. Ils m'ont dit, pas aucun problème. Faites vos visites, faites vos consultes. Vous passez simplement voir maman ce soir. C'est ce que j'ai fait.
C'est ce que j'ai fait, j'ai pu observer la petite lumière, la petite flamme de la vie qui diminuait, bien sûr. Mais au paradoxe, plus cette flamme de vie s'éteignait, plus elle rayonnait. Et ce jour-là, j'ai appris à déposer quelque chose, c'est-à-dire à passer de la performance à la présence. J'avais en première année, je vous en ai parlé, on voulait relever les challenges, les défis. On a envie quand même de montrer qu'on sait faire des choses et qu'on va les transformer. Et là, il fallait que je lâche tout, qu'il n'y ait plus quelque chose qui s'appelle rien. Pas rien faire, faire rien. Ou faire quelque chose qui ne soit pas de l'ordre du brillant, mais simplement du rayonner. Cette femme m'a appris le début du verbe aimer, vraiment. Je suis rentrée à Paris, j'ai écrit beaucoup autour de cette joie dont m'avait parlé ce jeune homme, ce fils. J'ai compris que la joie dont il parlait, c'était la joie qui n'a pas de contraire. Il y a le rire qui s'oppose aux larmes, comme la naissance s'oppose à la mort. Mais la vie, la joie n'ont pas de contraire. La joie, elle habite notre cœur profondément. J'ai fait beaucoup, j'ai accompagné, parce que je n'étais pas chirurgien, mais j'ai accompagné énormément de chirurgie cardiaque. Et c'est en préparant pour ce soir mon propos que je me suis dit finalement, à chaque fois que j'allais voir les ouvertures d'un cœur, peut-être je cherchais ces parcelles, ces particules, ces molécules de joie. Cette joie-là, elle est au fond du cœur de chacun de nous ici, et de toute l'humanité. Elle est parfois enfouie, très profondément. Elle est recouverte de scories. Il y a nos idées, il y a nos pensées, il y a nos manières, il y a les héritages de nos parents, et on pense comme ci, et on pense comme ça. Et on croit surtout que les choses sont à l'extérieur. Cette joie-là dont je vous parle, cette puissance-là, c'est ça que je suis venue partager avec vous ce soir, la puissance de cette joie-là. La puissance de cette joie, c'est de comprendre qu'elle est au fond, que nous n'avons qu'une seule chose à faire, enlever les scories, et puis la laisser jaillir, la laisser rayonner. Forte de toute cette réflexion, je rentre à Paris après mon remplacement et je vais voir à Villejuif une femme à qui je rends un hommage énorme aussi ce soir, qui s'appelle ou qui s'appelait, il y a longtemps que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Elle s'appelle Michèle Salamagne. Personne prononce son nom en ce moment, alors que c'est elle qui est à l'origine des soins palliatifs en France. Elle avait compris la peur, on a parlé de la peur tout à l'heure, cette peur qui peut parfois effectivement être bonne, mais qui aussi peut être remplacée. Et on va en parler, vous allez voir dans le deuxième exemple que je vais vous donner. Cette femme avait compris que les médecins ont peur de la mort, on n'a pas d'enseignement sur la mort. Je suis très têtue, très très têtue. Donc j'ai réussi à convaincre le Conseil de l'Ordre de faire rentrer dans les études de médecine des sciences humaines. C'est encore tout petit, mais ça existe. J'étais quand même assez fière d'avoir réussi ça. Mais on va le développer, parce que c'est absolument indispensable. Et donc, je discute avec Michèle, on ébauche des tas de choses autour de ce qui va devenir, qui s'est appelé relativement récemment les soins palliatifs. Et Michèle me demande de visiter un petit garçon qui était au bout du couloir d'oncologie. Pareil, une tumeur qui ne répondait plus à la thérapeutique. Il avait entre 5 et 6 ans. Je vais voir ce petit, on discute. J'adore discuter avec les enfants. Quel puits de sagesse, ces enfants. Ils n'ont pas tous les filtres, vous savez, qui passent après dans nos pensées. Et puis un jour, j'arrive et je l'aperçois du couloir, la porte est ouverte. Il est pelotonné dans son lit. Il est complètement recroquevillé, il tremble. Je rentre, je m'approche, je m'assieds sur son lit et je lui dis « ça va pas ?» Et là, il me montre le drap qui sépare la chambre en deux. Derrière le drap, il y a un autre lit. Et il y avait un petit garçon. Et le petit garçon est mort dans la nuit. Et donc, il est tout seul dans sa chambre. Et il est paniqué vraiment d'une manière vraiment énorme. Et je m'assieds et je lui dis « tu as peur ?» Et il me dit « mais évidemment que j'ai peur. Évidemment que j'ai peur, personne ne m'explique. Tu te rends pas compte, ils l'ont emmené, ils ont fait du bruit. Et puis on me laisse là, on m'explique pas. Est-ce que tu crois que ça va m'arriver à moi aussi ?» On n'a pas de cours pour ça. On n'a que nos cœurs. Je lui prends les mains, il enfouit ses mains sous les miennes
Et je lui dis, tu sais, il faut que je te dise un truc, les docteurs, ça c'est pas tout. Donc, est-ce que toi, tu vas aussi rejoindre les étoiles, comme ton ami qui était à côté de toi? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va évaluer ta maladie. C'est possible. En tout cas, il y a une chose de toute façon qui nous arrive une fois dans la vie, c'est ça. Mais, tu sais, peut-être qu'il faut qu'on accepte d'essayer d'avoir de l'imagination par rapport à ce qui peut se passer. Puis tout d'un coup, je lui dis, tu sais quoi? Moi, je me demande si la mort, ça ressemble pas à la descente d'un toboggan. Qu'est-ce que t'en penses? T'as déjà fait du toboggan, toi? Et il me dit, oui. Je vois une petite lumière s'allumer dans son œil. Et ça me fait plaisir parce que je vois bien déjà que je l'ai débranché de sa panique absolue. Et je lui dis, tu me racontes? Oui. Bah, tu sais, la première fois, je savais pas, hein, puis j'ai pas osé faire comme les copains. Donc, je suis descendue parce que j'ai pas voulu redescendre de l'échelle. Ils étaient tous descendus, donc je voulais pas être ridicule. Je suis descendue, mais tu sais, c'est raide, hein, puis je me suis retenue de chaque côté parce que vraiment, je pouvais pas lever les bras. J'y arrivais pas. Je suis arrivée en bas, j'étais content. Qu'est-ce que j'avais mal au bras? C'était tout brûlé, c'était tout rouge. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait après? Eh bien, après, je suis remontée. Oh, bah, j'ai dit, t'es courageux, toi. T'es remontée? Bah oui, les copains, ils s'y retournaient, alors j'y suis retournée aussi. Et qu'est-ce que t'as fait? Bah, je les ai regardés comment ils faisaient, eux. Et en fait, ils levaient les bras. Donc, j'ai levé les bras. Et puis, je suis descendue. J'ai réussi, j'avais le cœur qui battait très fort, mais je suis descendue. Et puis, quand je suis arrivée en bas, j'ai éclaté de rien. J'avais réussi. J'avais fait comme les copains, j'avais réussi. Je dis, tu sais quoi? Tu devrais faire la chose suivante. Quand tu vas sentir, parce que s'il y a une personne qui peut sentir le moment où on quitte les étoiles, où on va vers les étoiles, c'est celui qui le fait. Moi, je te propose un truc. Tu fais à ce moment-là, non seulement tu lèves les bras, mais tu fais les marionnettes. Qu'est-ce que t'en penses? Il m'a regardé, il a eu une petite moue, un petit peu, évidemment, un peu moqueuse. Et puis j'ai mis ma main comme ça, il a tapé dans ma main avec sa main à lui, et on a scellé le pacte du toboggan. Et ce pacte du toboggan, vous allez entendre, il a porté ses fruits dans la fameuse joie dont je vous parle. Parce que j'avais ajouté, quand tu partiras là-bas, si tu fais vraiment ça, à mon avis, tu vas éclater de rien, comme un petit enfant qu'on a appelé le petit prince. Je suis arrivée le lendemain, parce que c'était fort quand même ce qu'on avait partagé. J'ai pas eu besoin de pousser la porte. Je savais que le lit était vide. Il était parti dans la nuit. Les larmes ont jailli de mes yeux, parce que j'étais triste, parce qu'encore une fois, j'étais confrontée à cette forme d'impuissance. Mais une infirmière est arrivée à ce moment-là. Elle m'a dit, tu viens, Odile, on t'attend dans la salle de repos des infirmières, on a un truc à te demander. Ok, j'y vais, je rentre dans la pièce, une atmosphère curieuse, triste en partie, mais pas tant, avec quelque chose de l'ordre d'une paix. L'infirmière chef me sert un thé, et puis elle me dit, on peut savoir ce que tu lui as dit hier? J'ai dit, pourquoi tu me poses la question? Il dit, parce qu'on l'a trouvé ce matin, allongé sur le dos, avec un sourire sur son visage incroyable, et les bras comme ça. On aurait dit qu'il faisait les marionnettes. La mort n'a pas eu le dernier mot. C'est la joie qui a eu le dernier mot. C'est la joie de ce petit qui est parti, bien sûr, avec tout le drame de l'irréversible dans ces cas-là. Mais en même temps, il témoignait. Et c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir, que même dans des moments extrêmement difficiles, si nous gardons la connaissance que la joie est dans notre cœur, si nous lui disons oui, tout simplement, en étant certains, comme les stoïciens, le vrai oui du stoïcien, que ton oui soit un vrai oui, que ton non soit un vrai non, alors à ce moment-là, on a gagné. Je vous invite tous ce soir à sentir la joie que vous avez dans votre cœur, peut-être même un peu enfouie, à la laisser jaillir, à la laisser rayonner, toujours et partout. Merci.